Bonjour à tous. Bonjour Paola, bonjour à tous. Bonjour Mathias, vous écoutez Radio Agora. Nous sommes étudiants en journalisme culturel à l'université Paris-Ouest de Nanterre. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission sur le cinéma iranien. Avec nous, Bacham Pourvali, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et critique, spécialiste notamment du cinéma iranien. Vous êtes le créateur du site internet Iran Ciné Panorama. Et depuis septembre 2016, vous animez le ciné-club Parler Ciné au Nouvel Odéon à Paris. Vous allez nous accompagner tout au long de notre voyage radiophonique en terre iranienne. Au sommaire, nous vous parlerons de la mort du grand cinéaste Abbas Kiarostami et du nouveau film d'Ashghar Farhadi primé à Cannes. Évidemment, on abordera l'épineuse question de la censure dans l'art. Juliette et Laura étaient à la conférence Skype de Jafar Panahi au Centre Pompidou. Léontine est allée à la rencontre de Toufan Manoucheri, actrice iranienne qui a fui son pays et qui, grâce au cinéma et au théâtre, renoue avec ses racines. Camille nous parlera de l'accueil des Iraniens en France. Et pour finir, cerise sur le gâteau, Cyrielle nous montrera que l'on peut rire dans le cinéma iranien. L'actualité, c'est évidemment la mort d'Abbas Kiarostami, survenue le 4 juillet 2016. Mathias, tu vas nous parler de ce grand cinéaste apprécié des cinéphiles français et internationaux. Je dois vous faire un aveu, avant le mois d'octobre dernier, je n'avais jamais vu de film de Kiarostami. Préparer cette émission a été donc l'occasion pour moi de rattraper mon retard. Un homme mélancolique d'une cinquantaine d'années qui erre en voiture dans les faubourgs d'un Téhéran en plein travaux, c'est l'anti-héros du Goût de la cerise, le premier film d'Abbas Kiarostami que j'ai visionné. C'est ce film qui lui a permis d'obtenir la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1997 et de se faire connaître d'un plus large public. Monsieur Badi veut en finir avec la vie et cherche quelqu'un pour l'aider à se suicider. C'est un peu ironiquement le discours d'un vieux taxidermiste plein de sagesse qui le fera douter de son projet. J'ai ensuite vu d'autres films du cinéaste iranien au nom poétique et mystérieux, Au travers des oliviers, Le vent nous emportera, Ten, Five ou encore ABC Africa. Et Mathias, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement qui est Kiarostami pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ? Abbas Kiarostami est né en 1940 à Téhéran. Vers 18 ans, il quitte ses parents pour faire des études de graphisme. Il va faire de nombreux génériques de films, tout en exerçant des petits boulots comme agent de la circulation. C'est une des raisons pour laquelle les voitures sont omniprésentes dans ses films. À 29 ans, il réalise son premier film, Le pain de la rue, pour le compte de l'Institut pour le développement des enfants et des jeunes adultes qu'on appelle le Kanoun. Il a été créé au début des années 60 sous l'impulsion de Farhadiba, la femme du Shah d'Iran. Dès lors, Abbas Kiarostami ne cessera d'écrire et de tourner des longs métrages. En Europe, Kiarostami ne sera remarqué par les cinéphiles qu'à partir des années 80. Son film « Où est la maison de mon ami » fait sensation en 1987. À partir de 92, ses films seront très régulièrement en compétition officielle au Festival de Cannes, où il recevra donc la Palme en 97. Pour en savoir plus sur lui, tu as rencontré deux femmes qui t'ont fait partager leur vision de leur œuvre du grand cinéaste. Oui, la première, Negar Javadi, est une écrivain et scénariste iranienne. La deuxième, Agnès de Victor, est maître de conférences en histoire de l'art et spécialiste du cinéma iranien à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. Negar Javadi est née en Iran à la fin des années 60 dans une famille d'intellectuels progressistes. Elle a fui enfant en France avec ses parents. Elle a été caméraman woman, elle est scénariste pour la télévision et a écrit un premier roman, Désorientale, qui a été remarqué lors de la dernière rentrée littéraire. En tant qu'iranienne, elle ne partage pas la fascination qu'ont certains cinéphiles européens pour Abbas Kiarostami. Mon rapport au cinéma de Kiarostami diffère de celui des Occidentaux, car la manière dont il expose la réalité iranienne ne m'est pas du tout étrangère. Ce genre de poésie autour de l'enfance, tant appréciée dans ses premiers films, est une marque de fabrique du cinéma iranien, me confie-t-elle. Elle salue néanmoins l'innovation apportée par certains dispositifs cinématographiques inédits en Iran, comme dans Ten, sorti en 2002. Le film, tourné en numérique, se passe intégralement à l'intérieur d'une voiture et met en scène 10 séquences de la vie émotionnelle d'une jeune conductrice iranienne. Mais en tant que fille de dissident, Negar Javadi m'avoue tout de même sa gêne face au parcours du cinéaste. J'ai surtout des questions d'ordre politique à propos de Kiarostami. Dans un pays où tout ce qui était intellectuel était interdit, où la liberté d'expression n'existait pas, il était laissé tranquille. Cela m'étonne que les films de Kiarostami aient pu sortir si librement. J'ai les mêmes interrogations actuellement sur Ashghar Farhadi. Quand ils ont reçu leur prix à Cannes, il y avait plein d'officiels iraniens dans la salle. On ne peut donc pas parler de dissidence, tout cela me met mal à l'aise. Et est-ce qu'Agnès de Victor, l'universitaire que tu as rencontré, partage cet avis ? Non, selon elle, la puissance du cinéma de Kiarostami vient justement dans la façon dont il déjoue habilement la censure. Pour pouvoir rester en Iran, il n'aurait jamais attaqué frontalement le pouvoir, mais n'aurait jamais fait de concession au régime.
Faire se dérouler de nombreuses séquences de ces films dans une voiture fut par exemple une manière, après la révolution islamique, de dépasser l'impossibilité de filmer l'espace privé. En effet, selon Agnès de Victor, la voiture est un espace pas tout à fait public, pas tout à fait privé, c'est une zone de flou, il y a des choses qui sont possibles dans la voiture qui ne seraient pas possibles ailleurs. C'est une manière de questionner le rapport entre l'intime et la société. Le malaise ressenti par Negar Javadi vient, selon Agnès de Victor, de l'attitude ambiguë du régime iranien. Le cinéma, à partir des années 80, devient un ambassadeur exceptionnel qui humanise les Iraniens au moment où le monde voyait un peu trop l'Iran par le prisme de Turban et quasiment comme un État terroriste. Le régime a compris qu'il valait mieux, grâce au cinéma, être reconnu à l'étranger, quitte à ce que l'image véhiculée ne soit pas exactement celle souhaitée. Et comment expliquer que ces films aient tant plu aux cinéphiles et aux festivals européens ? Selon Agnès de Victor, ces films ont marqué car les cinéphiles y ont vu une enfance de l'art retrouvée. C'est des films qui refaisaient revivre l'esprit des 400 coups de Truffaut au moment où les héritiers de la nouvelle vague s'essoufflaient un peu. Kiarostami, c'est le retour en vigueur d'un cinéma qui refuse les impératifs scénaristiques, une liberté de filmer des acteurs non professionnels, une liberté de filmer des enfants mis à l'épreuve. Ce qui a fait dire à Jean-Luc Godard, de façon un peu péremptoire, que le cinéma était né avec Griffith et se terminait avec Kiarostami. Merci Mathias. Bamshad Pourvali, est-ce que le cinéma a, pour vous aussi, perdu de ses couleurs depuis la mort d'Abbas Kiarostami ? Je ne dirais pas que le cinéma a perdu de ses couleurs, mais le cinéma a perdu effectivement un immense cinéaste, un immense artiste, qui est tout simplement en fait le premier artiste international qui ait connu l'Iran. Ça peut paraître surprenant de le dire aujourd'hui, puisque après la Palme d'Or de Kiarostami, le cinéma iranien est devenu connu à travers le monde, à travers d'autres figures comme Jafar Panahi, comme Asghar Farhadi dont vous avez parlé. Mais Kiarostami est véritablement celui qui a ouvert la voie à la reconnaissance internationale du cinéma iranien, donc à partir de la seconde moitié des années 80. Et il est devenu le premier grand artiste, le premier artiste international qu'a eu l'Iran, puisque Kiarostami n'a pas été seulement cinéaste, il a été aussi photographe, il a été aussi poète, et il s'est véritablement peut-être l'un des plus grands catalyseurs, l'un des plus grands personnages de ces dernières années, non seulement dans le cinéma iranien, mais dans le cinéma international. On peut véritablement dire, comme le disait Agnès de Victor, que dans les années 90 notamment, il a permis en fait de redécouvrir ce qu'on peut appeler, ou ce qu'on a appelé à un moment donné, le cinéma moderne. C'est-à-dire que je vais passer dans le cadre de Parler Ciné, le ciné-club dont je m'occupe au Nouvel Odéon, le 15 janvier prochain, Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, qui est un film de 48, et c'est assez surprenant quand on regarde un peu l'état du cinéma mondial dans la seconde moitié des années 80. Il y a une vraie nostalgie, effectivement, par rapport à ce cinéma simple, qui partait d'histoires très infimes ou minimales apparemment, mais pour développer de véritables thèmes et de véritables constructions. Le voleur de bicyclette était peut-être un des films les plus caractéristiques, et je pense que Kiarostami a permis de redécouvrir cette simplicité, mais dans des films de plus en plus riches dans leur construction. Mais est-ce que vous comprenez la gêne ressentie par Negar Javadi par rapport à son parcours ? Non, parce que personnellement, ce qu'il faut savoir, c'est que Kiarostami a fondé le département cinématographique du Kanoun dont vous avez parlé, qui est la seule institution culturelle qui a survécu à la Révolution. Or, il se trouve que c'est au sein du Kanoun que le cinéma iranien a véritablement trouvé la possibilité de renaître après la Révolution. Et c'était dû au fait que le Kanoun donc produisait des films destinés à la jeunesse, mais ces films étaient aussi produits avant la Révolution. Et c'est un institut d'un type très particulier, puisque même si c'est un institut étatique, c'est un institut qui a toujours gardé en fait son indépendance d'esprit. Et c'est précisément là que les cinéastes avant la Révolution et après la Révolution ont pu faire des films parfois dont la critique était à peine voilée vis-à-vis du régime,
que ce soit celui du Shah ou que ce soit celui de la République islamique, mais qui passait effectivement par des métaphores. Et Kiarostami donc a longtemps œuvré au sein du canon, dont les fameux films pour l'enfance dont il a été question. Mais pour moi, la véritable bascule de l'œuvre de Kiarostami, c'est Close Up, un film que vous n'avez pas cité, qui pour moi est véritablement le film qui va inscrire le cinéma dans la société. Et à partir de là, pour moi, Kiarostami porte un regard sur les transformations de l'Iran. Et les transformations de l'Iran, voilà, c'est peut-être pas un discours politique, mais c'est un vrai discours social et politique au sens large du terme. D'ailleurs, au mois de novembre est sorti un film d'un autre grand cinéaste qui partage ces thèmes-là, Asghar Farhadi. Le client a reçu en mai dernier le prix du meilleur scénario et celui du meilleur acteur à Cannes pour Shahab Hosseini. Il marque surtout le retour du réalisateur en Iran. Antoine, bonjour. Bonjour. Tu es donc allé voir ce film en salle. Oui, exactement. من و خانمم که از این جسور کشی کردیم رفتیم توی خونه‌ای که حالا اینجا از که شانس آوردیم بالاخره. ببین سر راه از سوپرمارکت‌های باز بود یه چیز برای صبحونه بگی هیچی نداریم تو. قربونت برم. Avec le client, Asghar Farhadi frappe fort. Encore plus qu'avec une séparation et son beau succès public, ou le passé ayant marqué le sacre cannois de Bérénice Bejo en 2013. Son client a reçu les lauriers du dernier festival de Cannes en repartant avec le prix du scénario et celui de l'interprétation masculine pour Shahab Hosseini. Sacre inespéré pour ce film, rajouté au dernier moment à la sélection officielle et présenté la veille de la clôture. Un petit miracle donc, mais est-ce bien mérité ? Alors avant de vous répondre, quelques mots sur l'intrigue. Elle est on ne peut plus simple mais néanmoins efficace. À Téhéran, un couple emménage dans un nouvel appartement. À peine installés, ils doivent faire face à un drame. La femme s'est faite agresser chez eux par une vague connaissance. Cet incident sera le grain de sable qui va enrayer la machine. Un appartement, un couple, un événement inopiné, pas de doute, nous sommes bien chez Farhadi. À l'instar de ses films précédents, le cinéaste a construit un récit dans lequel les personnages vont se retrouver petit à petit emmêlés comme dans une toile d'araignée. Et cette histoire, comme c'était déjà le cas dans ses précédents films, se déroulera presque exclusivement entre les quatre murs d'un appartement avec beaucoup d'interrogations. Que s'est-il réellement passé dans cette salle de bain où a eu lieu l'agression ? Qui est donc ce fameux client que l'on va traquer ? Il faut attendre la fin du film pour avoir des réponses. Une excellente idée de départ, un récit construit d'une main de maître et un climax plus que convaincant, que demander de mieux ? Peut-être une certaine fluidité, car c'est bien de cela dont manque ce client qui, en un peu plus de 2 heures, nous aura tour à tour passionné, mais également quelque peu ennuyé. Excellente idée que d'avoir enfermé pour l'essentiel l'intrigue dans cet appartement. On pense à Polanski, cinéaste expert huis clos, mais ce qui est un atout en termes de mise en scène peut aussi se révéler un défaut. L'étouffement des personnages devient l'étouffement des spectateurs. Les scènes s'étirent et certaines séquences nous donnent presque l'impression d'assister à du théâtre filmé. Dommage parce que l'intrigue est plutôt prenante. Des réserves sur le film, mais pas sur la prestation des acteurs. Oui, on salue le talent des 2 comédiens principaux. Si Shahab Hosseini n'a pas volé son prix, on peut s'étonner que le jury cannois n'ait pas récompensé sa compagne à l'écran, Taraneh Ali Dousti, qui après Golshifteh Farhadi ou Bérénice Bejo, s'impose comme la nouvelle muse du cinéma farhadien. Sans elle, ce client aurait un goût de trop peu. Merci Antoine. Merci. Bamchat Pourvali, êtes-vous d'accord avec la critique d'Antoine ? Oui, je ferais juste remarquer que Taraneh Ali Dousti en fait avait joué dans les premiers films d'Asghar Farhadi. C'est une comédienne qui a commencé effectivement très tôt dans le cinéma iranien. Elle tenait un rôle, quasiment le rôle principal, dès le 2e film de Farhadi qui s'appelait Les Enfants de Belleville, puis dans La Fête du Feu. Et c'est elle qui joue le rôle d'Eli à propos d'Eli, même si elle disparaît au bout de 20 minutes du film, au profit ensuite du rôle de Sepideh qui était interprété par Golshifteh Farhadi. Mais donc pour moi en fait, le client effectivement une sorte de retour, je dirais, non seulement en Iran, mais aussi peut-être dans le cinéma de Farhadi, à ses premières amours, notamment à travers cette comédienne que j'apprécie aussi énormément, donc Taraneh Ali Dousti, mais aussi à travers le théâtre, puisqu'il faut savoir que Farhadi a commencé comme metteur en scène de théâtre, et donc la mise en abîme du théâtre dans ce film-là est de ce point de vue intéressant, d'autant plus que la pièce qui est interprétée, qui est à l'origine du titre, donc effectivement Mort d'un commis voyageur, puisque le titre anglais Salesman
le titre et la traduction du titre persan Furushande, ce qui devrait se traduire par le vendeur, mais seulement si on le traduisait par le vendeur, on comprendrait pas. Si on mettait le commis, on comprendrait encore moins. Voilà. Donc en fait, le titre français a un peu changé, mais il y a effectivement une référence à cette pièce de théâtre, qui est une pièce de théâtre donc américaine des années 50. Et pour moi, en fait, d'Arthur Miller, effectivement. Et pour moi, en fait, le cinéma de Farhadi, c'est toujours nourri. Pour moi, c'était évident dès les premiers films de ces auteurs de théâtre américains qui traitaient de la société, notamment dans le cinéma. Pour moi, il est évident qu'un film comme Les Enfants de Belleville est extrêmement proche du cinéma de Kazan, par exemple, qui vient aussi du théâtre, qui a aussi beaucoup travaillé avec d'autres auteurs du théâtre des années 50, comme Tennessee Williams, donc pour le cas de Kazan, mais Arthur Miller est aussi donc un homme de théâtre et de cinéma, scénariste de cinéma aussi, et je trouvais intéressant ces références dans ce film qui pour moi apporte, disons, une pierre un peu originale, même si effectivement une partie de la critique pouvait aussi avoir le sentiment qu'il y a aujourd'hui peut-être un système Farhadi qui se répète de film en film. Voilà, on a fini par s'habituer au fait que le dernier quart d'heure va nous réserver encore des surprises. Mais cela étant, il y a quand même des nouveautés, notamment à travers effectivement la pièce de théâtre et donc les comédiens. Nous allons parler tout de suite de la censure. Antoine nous a dit qu'elle n'était pas très présente dans ce film, mis à part dans une scène de façon très sous-jacente. On l'aura donc compris, Farhadi et Kiarostami ont été relativement épargnés par les interdictions de l'État, mais ce n'est pas le cas de tous les artistes. Xavier, bonjour. Oui, bonjour Mathias. Comment la censure se manifeste-t-elle aujourd'hui ? Alors concrètement, la censure touche plusieurs facettes du cinéma iranien. Donc ça fait un moment en fait que le gouvernement exige que le cinéma se conforme à ces règles, mais jusqu'alors, ces règles-là étaient assez floues et rien n'était vraiment cadré jusqu'en 1996 où une loi est passée et a stipulé que le cinéma devait se conformer à la morale islamique. Ainsi, en fait, cette loi a stipulé que le cinéma devait donc se cadrer selon les lois islamiques. Et en gros, il est donc impossible de montrer les rapports hommes-femmes, de montrer des contacts entre les hommes et les femmes. Par exemple, si une mère veut enlacer et embrasser son fils, c'est impossible de le montrer, si vous voulez. Et ce qui forcément mène à certains problèmes. Et du point de vue de la technique, en fait, c'est très compliqué de montrer certaines choses. Et les réalisateurs qui s'opposent à la censure encourent des peines assez graves, et notamment qui vont très souvent jusqu'à la peine de prison. Et si certains choisissent de s'exiler, d'autres choisissent de ne pas plier l'échine et de rester dans le pays, en fait. Et c'est par exemple le cas de Jeff Panahi, qui est l'un des réalisateurs iraniens les plus connus. من فیلمسازم کارم با تخیله اما نه صرف تخیل. Je suis réalisateur, je travaille avec l'imagination, mais pas seulement. Jafar Panahi a lui aussi sa place au sein de la nouvelle vague iranienne, une influence colossale qui l'a hissé parmi les artistes iraniens les plus populaires de son temps. Le Centre Pompidou a consacré une exposition aux grands cinéastes. Oui, du 7 octobre au 13 novembre, nombreux de ses fans se sont précipités à Beaubourg pour découvrir ou redécouvrir l'œuvre du réalisateur. Pour l'occasion, Juliette et Laura se sont rendues à la conférence Skype de Jafar Panahi. C'était le 22 octobre 2016. C'est une conférence placée sous le signe de l'émotion. Jafar Panahi est à des kilomètres de nous et pourtant, ce jour-là, il est si proche. Nous empruntons les ascenseurs de verre pour plonger dans les sous-sols du Centre Pompidou. Un public de fidèles est au rendez-vous. À l'occasion de la rétrospective dédiée au cinéaste, le musée prépare une rencontre virtuelle et exceptionnelle pour citer Sylvie Prat, la responsable des cinémas du Centre Pompidou. J'aurais évidemment beaucoup aimé qu'il soit avec nous sur cette scène. Une conférence 2.0 entre Téhéran et Paris via Skype. Parmi le public, des visages plus connus, ceux de sa femme, sa fille Solmaz et son gendre, Pouya Abazian. Est-ce que Jafar peut
parler un peu de ce que ça signifie. La rencontre est animée par le critique de cinéma et ami de Panahi, Jean-Michel Frodon. Jafar Panahi revient sur sa vie d'artiste, de ses débuts en tant qu'assistant d'Abbas Kiarostami au sacre de Taxi et Téhéran au festival de Berlin. Quand on est un cinéaste social, on parle des sujets de la société dans laquelle on vit. Alors évidemment, quand il y a des problèmes qui te touchent, tu te trouves en quelque sorte obligé de les exprimer. Si cette conférence a pour but de rendre hommage à un cinéaste qui a marqué le genre, la discussion aborde inévitablement la censure. Pour rappel, Panahi a été condamné en 2011 à 6 ans de prison et à l'interdiction de quitter le pays et de réaliser des films pendant 20 ans. Depuis, il joue de créativité pour sa passion. La preuve, son film Taxi et Téhéran est un docu-fiction tourné à l'aide d'une mini-caméra embarquée. Pour moi, faire du cinéma, c'est comme respirer. Si j'arrête de faire des films, c'est comme si je ne respirais plus. Quand il en parle dans sa propre langue, Panahi est calme, mais déterminé. Dans la salle, en France, à des milliers de kilomètres, sa fille Solmaz, émue, sèche quelques larmes. Elle, qui n'a pas revu son père depuis des années. Un homme se lève et demande à Panahi ce que nous pouvons faire pour lui. Le réalisateur répond qu'il ne peut demander à quiconque de s'en mêler. Il nous laisse l'empreinte d'un homme ultra calme et d'une sagesse à toute épreuve. Un moment de grâce, malgré la tourmente de sa situation. Et Xavier Panahi, qui n'est pas le seul réalisateur concerné par la censure. Oui, tout à fait. Si le gouvernement, en fait, censure donc le cinéma, il a conscience de la portée de ce dernier et il essaie de l'utiliser, en fait, à ses fins. Et donc, il bride énormément les réalisateurs, mais ce que le gouvernement n'avait pas prévu, c'est que cette censure, en fait, allait libérer totalement les réalisateurs qui allaient trouver, en fait, plein d'autres moyens de s'exprimer. Pour Paradise, par exemple, le réalisateur Shina Ateyan Dena raconte l'histoire d'une institutrice. Et pour ce faire, il a dit au gouvernement qu'il tournait un documentaire dans les écoles du pays. C'est une chose qui rend certaines scènes beaucoup plus fortes et beaucoup plus prenantes, puisque forcément, c'est quelque chose qui a trait au réel et enfin, les scènes sont d'une réalité assez stupéfiante et d'un naturalisme assez prenant. Il a également retravaillé pas mal de scènes du film à l'ordinateur et il explique en anglais dans une interview qui a été donnée à la chaîne YouTube F3C qu'il souhaite offrir des documents aux futures générations iraniennes qui risquent de cruellement en manquer à l'avenir. Le réalisateur constate que la société iranienne évolue. À travers ses films, il souhaite en rendre compte. Actually, my purpose is not to show a new face of society. My purpose is to document this, and my target is to document it for 20 years later of new generation in Iran, first of all. Because one big problem we have is that we are lacking documents. I'm not talking about documentary, I'm talking about documents. Something that you can study and reflect on it. Alors d'autre part, certaines techniques sont mises en œuvre lors des tournages pour contourner les règles. Puisque les réalisateurs n'ont pas le droit de montrer des contacts hommes-femmes, ils laissent parfois des gestes en suspens, comme dans la scène du baiser du chant du cygne de Peyman Mahadi. Dans ce même film, un enfant doit dire au revoir à sa mère, et au lieu de toucher son bras nu, il lui touche la manche. Et donc, évidemment, à l'écran, on a l'impression que l'enfant touche le bras de sa mère, mais en fait, le réalisateur a fait en sorte de ne pas vraiment filmer le contact puisque c'est interdit, mais on a l'impression à l'écran en tant que spectateur, qu'il y a contact. Et le hors-champ peut également être très utilisé, par exemple dans Saadat Abad. Et dans ce film, la scène d'adultère, n'est pas réellement montrée, mais on la devine aisément en fait en tant que spectateur. Et le symbolisme également est une part très très importante du cinéma iranien, qui par exemple, plutôt que de montrer les prémices d'une relation amoureuse dans laquelle les deux amants vont s'embrasser, s'enlacer et se toucher, tout ça va être montré par le biais d'un bouquet de roses par exemple, ou bien d'un jeu de regard insistant. Et également ce qui est la technologie est essentielle aussi là-dedans, puisque les réalisateurs se servent des nouveaux outils pour s'exprimer.
Par exemple, dans Ceci n'est pas un film de Jeff Panahi, le réalisateur se sert de son téléphone portable pour filmer puisqu'il n'a pas le droit d'utiliser des caméras. Au niveau de la distribution également, le numérique joue un rôle puisque comme certains films sont interdits dans le pays, ils sont soit distribués via des CD pirates, comme c'est le cas pour la musique, soit sur le Darknet, qui foisonne en fait de films, et les jeunes Iraniens se servent beaucoup du logiciel Tor pour télécharger des films, avoir accès également à la culture européenne d'ailleurs. Enfin, occidentale, pardon. Et donc j'ai dit que c'était distribué via des CD pirates, et c'est un peu la même chose pour la musique, et cet extrait de Persepolis le montre d'ailleurs très bien. Mais maman, c'est nul, les Bee Gees, quoi. Stevie Wonder. Julio Iglesias. Pink Floyd. Michael Maxon. Rogelev. Werner Angel. Carte à jouer. Iron Maiden. C'est combien pour ça? 100 Thomas. 50. 60. 50. 60. 50. 50. Bachane pour Vali, on va parler un peu de la censure. Xavier nous a parlé d'une loi en 1996 sur la censure. Pourquoi le régime a-t-il décidé à ce moment-là de faire une loi ? En fait, la loi sur la censure existe bien avant, c'est-à-dire le principal interdit. D'ailleurs, en fait, après la Révolution, la question qui se posait était même de savoir s'il y aurait ou pas un cinéma iranien, est-ce qu'il y aurait même une radio iranienne, est-ce qu'il y aurait aussi une télévision iranienne. Voilà, parce que tout ça restait assez flou après donc la Révolution de 79. Et il se trouve que le cinéma a été reconnu effectivement par le nouveau pouvoir qui se mettait en place, en citant en fait certains films qui avaient été réalisés à l'époque du Shah et qui étaient des films qui apparaissaient justement proches de ce néoréalisme, c'est-à-dire proches d'une certaine réalité, mais avec quand même des interdits. Par exemple, le film qui avait été cité comme exemple, c'est un film qui s'appelle La Vache de Medjoui, qui est ressorti en France il y a 2 ans. Qui a été cité même par l'ayatollah Khomeini comme étant un film qui permettait d'envisager l'existence d'un cinéma iranien islamiquement correct, entre guillemets ou sans guillemets. Et en fait, dès ce moment-là, un code de la censure a été mis en place. Il a peut-être été plus étoffé, effectivement, ensuite, ou plus explicité par la suite. Mais le principal interdit, en fait, porte sur le voile. Le voile auquel toute femme iranienne est contrainte dans l'espace public. Et le cinéma étant projeté dans des salles de cinéma, donc dans toutes les scènes où une femme apparaît à l'écran, elle doit être voilée, y compris en intérieur, puisque même si la scène est tournée en intérieur, le film sera vu. Ce qui n'est pas du tout naturel en fait. Ce qui n'est absolument pas naturel, et ce qui explique aussi la difficulté de tourner certains films, par exemple dans Le Client, dans toutes les scènes, la pièce de théâtre exactement. Dans la pièce de théâtre, mais aussi en intérieur, Talaneh Ali Dousti doit porter un pansement sur la tête. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de l'intrigue, toute l'intrigue, y compris la question du viol, est concentrée uniquement sur les cheveux, ce qui est une manière en fait indirecte de la part d'Asghar Farhadi en fait de souligner cet interdit et de souligner aussi l'obsession qui naît de cet interdit, puisqu'en fait il n'y a pas eu de viol au sens peut-être où on l'entendrait dans un film occidental, mais il y a eu effectivement une atteinte à l'intégrité donc d'une personne, mais portant et se focalisant sur ses cheveux comme un lieu obsessionnel. Et est-ce qu'à la manière du code Hays dans le cinéma classique hollywoodien, la censure en Iran a dopé la créativité des cinéastes ? Alors, par la force des choses, les cinéastes ont été obligés de trouver des moyens de contourner pour pouvoir continuer à dire ce qu'ils avaient à dire. Et en fait, il n'y a pas de cinéastes iraniens qui sont épargnés par la censure, puisque même les films qui sont tournés, on va dire, sans autorisation ou avec des autorisations pour un documentaire, par exemple, alors qu'il s'agit d'une fiction, comme il a été dit à propos de Paradise, il n'empêche que la plupart des interdits sont respectés dans les films iraniens. Par exemple, tous les films iraniens commencent par un carton qui traditionnellement n'est pas traduit en France, qui est Au nom de Dieu.
Voilà, les premiers mots que vous voyez, qui n'est pas forcément traduit, y compris dans un film d'Asghar Farhadi, ce sont ces mots-là, puisque ça fait partie des obligations. Il y a donc la question du voile, mais il y a des genres qui sont nés malgré tout, qui sont ce que j'appellerais par exemple des films sur la condition féminine. Un film comme Le Cercle, par exemple, de Jafar Panahi, ou bien Ten, dont il a été question tout à l'heure, d'Abbas Kiarostami, sont des films où on voit quasiment que des femmes à l'écran, ce qui évite effectivement d'entrer dans cette question interminable de la relation homme-femme à l'écran, mais ce qui permet de concentrer en fait les films sur la question justement de la condition des femmes. Donc les films abordent la question taboue, mais n'entrent pas dans une querelle byzantine, pour le dire ainsi, parce que finalement ces histoires de censure, elles ont existé dans tous les pays, y compris il n'y a pas si longtemps, parce que le code Hays a été aboli en 1966 aux États-Unis. Donc forcément, dans des pays qui ont une véritable créativité, ce qui est le cas de l'Iran, cette censure est aussi débordée ou contournée d'une manière ou d'une autre, y compris par les films tournés clandestinement par Jafar Panahi. Et est-ce que la censure est toujours aussi forte aujourd'hui ? Alors, elle n'est pas seulement toujours aussi forte, elle s'est même peut-être renforcée. C'est peut-être un point qui peut surprendre depuis quelques mois, puisque cette fameuse ouverture dont on parle beaucoup concernant l'Iran, qui est surtout et même uniquement une ouverture économique, se traduit en fait à l'intérieur par une censure plus forte en fait sur les artistes, pour éviter justement que cette ouverture économique permette à ces artistes déjà connus et appréciés de pouvoir s'exprimer ou de pouvoir profiter de cette ouverture pour se faire entendre. Donc en fait, il y a un cas qui n'a pas été cité, mais qui est depuis quelques semaines au centre de la préoccupation de beaucoup d'institutions françaises, qui est le cas d'un cinéaste qui s'appelle Keyvan Karimi, qui a été condamné en octobre 2015 pour un documentaire sur les graffitis de Téhéran qui s'appelle Writing on the City, et qui vient d'être condamné le 27 novembre dernier, donc à une peine d'1 an d'emprisonnement et 223 coups de fouet. Les 223 coups de fouet n'ont pas encore eu lieu, mais la peine d'emprisonnement donc a été effective uniquement pour un documentaire historique qui porte sur l'histoire des graffitis et des fresques murales en Iran. Il y a une pétition, il me semble, pour éviter... Tout à fait, exactement, pour éviter au moins... les coups de fouet. Les coups de fouet, effectivement. Mais ce n'est pas le seul artiste, en fait, à être dans ce cas, puisqu'effectivement, il y a une censure qui reste très importante et qui est, en plus des questions portant effectivement sur la société iranienne, extrêmement sensible ou sévère concernant tout ce qui concerne, je dirais, l'histoire, en fait. Une censure aussi qu'on voit aussi dans la musique. Xavier évoquait tout à l'heure la vente de CD à la sauvette. Le monde de la musique est décidément d'actualité, car 2 documentaires sortis récemment traitent de la question de la censure dans cet art en particulier. Paola, tu as été voir Sonita. Oui, effectivement, et la salle de cinéma était pleine à craquer pour ce documentaire de Roxare Gahem Magami sorti en octobre dernier. Sonita est une jeune rappeuse de 19 ans qui rêve d'être la fille de Rihanna et Michael Jackson. Oui, mais Sonita est afghane et vit en Iran, pays où règne la censure, d'autant plus pour une femme. Alors en douce, avec l'aide de la réalisatrice du documentaire, elle tournera un clip sur sa chanson Brides for Sales. Un code barre sur le front, une robe de mariée et des marques de bleu sur le visage. Elle dénonce le mariage forcé pour les jeunes filles mineures dont elle a failli faire partie et qui sont vendues par leur famille pour quelques milliers de dollars. شاید فرار یا خودکشی اصل حماقته آدم چاره ای نداره وقتی بی حمایته اما تار موهامرم که کنده باشه این کار نمی کنم که سرف کنده باشه اگه فروش ببری شما جای خوشحالیه سعی میکنم دروغ بگم همه چی عالیه مگه از خدا من لبخند باشه به لباس ما اگه لبخند دارم عوض شه باقی ما شما اما ای کاش برام بری شما مرور شه کاش بفهمیم نگفته زن بری فروشه شما شاد باشیم به محتاج به آرامش. Je cite quelques paroles de la chanson. « Un corps qui plie sous le poids d'un code-barre, je ne comprends pas cette tradition et ce peuple. Vendre des filles pour de l'argent, sans aucun droit de choisir. C'est dommage que vous ne relisiez pas le Coran, dommage que vous ne sachiez pas qu'il ne dit pas que les femmes ne sont pas à vendre. » Des paroles et un clip choc qui seront vus par des milliers d'internautes
dont la directrice d'une université américaine qui lui propose de venir étudier là-bas et de chanter librement ses chansons. En cela, Sonita pourrait être semblable à un conte de fées, mais que l'on n'y s'y trompe pas. Il n'y a aucun cliché dans ce documentaire. On y suit avec justesse et pudeur l'itinéraire d'une jeune fille qui, comme toutes les jeunes filles, a des rêves. Sauf qu'ici, on n'est pas chez Disney. Les rêves sont contrés par la politique du pays, la guerre et les traditions. Des thèmes qui sont des toiles de fond et que l'on ressent à travers les yeux de la jeune artiste qui reçoit son passeport pour fuir le pays comme un enfant recevrait un nouveau jouet. La scène finale représente Sonita sur la scène de son université américaine qui continue à se faire porte-parole des jeunes iraniennes alors même qu'elle se situe dans un pays prônant la liberté d'expression. Et ce film fait écho à l'histoire d'Anouch et Arash, deux DJ iraniens dont Raving Iran dresse le parcours. Et Rémi, tu as vu le film? Un beat techno sur fond de gigantesques portraits d'ayatollahs iraniens. Voilà l'une des images fortes d'une des premières scènes de Raving Iran. Raving Iran, c'est ce documentaire qui depuis plus de 6 mois truste le palmarès de nombreux festivals indépendants. Film de fin d'études de la réalisatrice suisse Susanne Regina Meures, il est tourné entre septembre 2013 et août 2014, en grande partie à l'aide d'un téléphone portable. En suivant le parcours d'Anouch et Arash, alias Blade and Bird, deux DJ iraniens, elle nous offre une plongée au cœur de la contre-culture de la théocratie iranienne. De la question de l'allocation du matériel à la soirée en plein désert, tout est fait dans le secret. Comme nous le dit l'un des deux personnages principaux, ici tout est underground. Face à cette passion pour la musique électronique, se dresse devant eux l'ordre et la censure. Leurs multiples tentatives pour imprimer une pochette de disque ou pour obtenir une autorisation pour le distribuer se soldent par des échecs. La détention d'un des deux hommes leur fait prendre conscience de l'impossibilité de pratiquer cette musique dans leur pays. C'est en s'adressant à des festivals du monde entier qu'ils obtiennent leur visa pour la Suisse. Là-bas, les corps et les sourires s'affichent comme une allégorie de cette liberté nouvelle qui s'offre à eux. Cependant, le mal du pays et la question du retour se posent vite. Car même si la musique est omniprésente, Raving Iran n'est pas un simple documentaire musical. C'est une véritable déclaration d'amour des deux protagonistes à leur pays. Aujourd'hui, Anouch et Arash vivent de leur passion et jouent dans les plus grands clubs européens. Devenus des symboles de cette autre société iranienne, ils ont l'espoir un jour d'y retourner jouer. Merci Rémi. À noter que Raving Iran sera présenté au festival FIPA de Biarritz en clôture. Il se déroulera du 24 au 29 janvier prochain. Bachamdé pour Vali, on vient de parler de musique. Faut-il voir un attrait particulier des jeunes Iraniens pour la musique? Oui, bien sûr. Il y a ce fameux documentaire, enfin, il y en a plusieurs. On a parlé de Sonita, on aurait pu parler de Noland Song d'Ayat Najafi qui est sorti l'année dernière. Oui, l'année dernière, puisqu'on est en janvier. Il y a aussi ce film Les Chats persans qui avait été montré au Festival de Cannes en mai 2009, dont on voyait effectivement toute la palette et la diversité de la scène underground iranienne. Mais pour revenir brièvement sur Sonita, il faut préciser que Sonita, en fait, est une réfugiée afghane. Et donc le mariage forcé dont elle parle concerne surtout en fait une pratique qui a lieu en Afghanistan, mais en même temps elle devient aussi la porte-parole plus générale effectivement de la condition des femmes en Iran. Mais effectivement, puisque en fait elle devrait même pas avoir la possibilité, si elle devait respecter, on le voit bien dans le film, les interdits de la société iranienne. Je parle de Sonita, elle devrait même pas avoir la possibilité en fait d'enregistrer et encore ou même de chanter du rap. Or, elle chante du rap, elle enregistre un clip qui effectivement est vu, et ce n'est pas la seule dans son cas, puisque le simple fait de chanter du rap en persan vient de cette scène underground iranienne qui est extrêmement riche et qui a montré aussi une chose assez forte et assez surprenante, qui est l'accord assez parfait entre la langue iranienne et ce style musical qu'est le rap. C'est-à-dire que le rap persan, pour moi, est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a autant de rappeuses que de rappeurs en Iran.
alors que cette musique est totalement interdite. Mais justement, oui. Est-ce que la censure est plus virulente à l'égard de la musique que dans les autres arts, par exemple ? Non, pas nécessairement. Elle est tout aussi dure, mais elle est tout aussi dure, en fait, chaque fois que ça s'exprime dans l'espace public, puisque, en fait, tant que ça a lieu de façon privée, qu'on enregistre une chanson pour soi et qu'on mette ça sur YouTube, on va pas être inquiété pour ça. On sera inquiété si on organise effectivement des concerts clandestins, si on organise effectivement des rave parties. Là, on sera inquiété puisque même si c'est dans le désert, ça s'adresse, disons, au public. Ça concerne l'espace public d'une manière ou d'une autre. Et c'est tout ce qui concerne en fait l'espace public qui est censuré, je dirais avec la même virulence, parce qu'il n'y a pas de virulence moins forte. Ensuite, on va passer à un autre sujet. Camille a rencontré une réfugiée iranienne, Fataneh. Clotilde Vignier, une bénévole de l'association Codica, lui vient en aide. Camille va nous raconter son histoire, l'occasion de parler du sort des réfugiés et de leur intégration dans leur pays d'adoption. 25 000, c'est le nombre d'Iraniens en France en 2015, selon l'OFPRA, Office français des protections des réfugiés et des apatrides. En 2010, la réouverture des relations diplomatiques et économiques entre l'Iran et l'Occident suscite de nombreux espoirs pour la communauté iranienne en France. Elle est composée en majorité d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs et d'artistes, formant une élite intellectuelle. La plupart bénéficient du statut de réfugiés, contraints de quitter l'Iran en raison du régime islamique en place. Parmi ces réfugiés, Fataneh, 45 ans, est arrivée en France en 2012. Elle était ancienne chercheuse spécialisée en art antique, littérature persane et documentaliste en philosophie de l'art à l'université de Téhéran. Fataneh a quitté l'Iran en 2012 en raison de la publication de certains articles n'ayant pas plu au régime. Elle est épaulée par Clotilde Vignier, bénévole de l'association Codico, qui propose un mentorat de réfugiés par des salariés volontaires en entreprise. Concrètement, Clotilde aide Fataneh dans sa recherche d'emploi en France. L'idée, c'est de créer du lien et de permettre à des migrants de comprendre comment fonctionne le marché du travail, l'entreprise, comment on cherche du travail en France, mais plus dans une dynamique de transmission d'informations, de codes, etc. L'aide se matérialise par l'élaboration d'un binôme entre réfugiés et bénévoles. Comme Fataneh, Clotilde Vignier est documentaliste de formation. Un binôme qui partage des points communs professionnels pour une meilleure insertion dans le monde du travail français. On se retrouve bien en fait dans ce cadre professionnel parce que finalement on a un peu le même parcours. Les deux femmes commencent par établir un bilan de compétences de Fataneh. Une étape a priori simple mais indispensable pour redonner confiance à cette réfugiée iranienne en perte de repères. En fait ça a été une première étape très importante parce que ça lui a vraiment redonné confiance. Et elle a réalisé qu'elle avait énormément de compétences. Et en fait, avec tout ce qu'elle avait vécu depuis 4-5 ans, tout ça a été enfoui quelque part. Comme elle était beaucoup en mode survie pour trouver des logements, du travail, de quoi survivre, etc., tout cet aspect de sa personnalité avait un peu été passé au second plan. Clotilde a également travaillé sur l'élaboration d'un projet professionnel précis avec Fataneh, avec la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation. Fataneh voudrait devenir bibliothécaire en France. Et ce travail a abouti à une relation d'amitié entre les deux femmes. On s'est rencontrés pour la première fois dans un café à Paris, c'était très sympa. Et très vite, on a sympathisé. Puis c'est une fille chaleureuse. Il y a eu un vrai contact, une vraie relation, quoi. C'était très sympa. On a eu vraiment envie de faire connaissance l'une de l'autre. C'était une rencontre, quoi, une vraie rencontre. Je pense qu'on va pas s'arrêter là, nous. D'abord parce qu'on s'entend bien avec Fataneh, donc ça m'étonnerait que c'est pas du jour au lendemain, je vais pas lui dire au revoir, merci, c'est terminé, ça me semble pas possible. Pour Clotilde, aider Fataneh était d'abord un devoir de citoyenne, une façon de répondre à l'arrivée massive de migrants depuis 2014. Ces réfugiés qui arrivent en France, il faut faire quelque chose, quoi. On peut pas, c'est pas digne de laisser les gens dans cet état-là. C'est des gens qui sont partis dans des conditions terribles. C'est purement humain, c'est juste de la solidarité. Et depuis le début de son travail avec l'association Codico, Fataneh n'a pas trouvé d'emploi en tant que documentaliste. Elle travaille actuellement pour la Croix-Rouge en tant qu'interprète pour les migrants arrivants. Elle parvient désormais à gagner correctement sa vie et à trouver un logement. Grâce à son statut de réfugiée politique, elle vient d'obtenir la nationalité française. Parmi les artistes et immigrés iraniens, il y a évidemment de nombreuses femmes, comme nous l'avons vu dans le reportage de Camille. Léontine, bonjour. Bonjour.
Au début, tu pensais nous faire un portrait de la célèbre et très médiatisée actrice iranienne Golshifteh Farahani, mais après réflexion, tu as plutôt choisi de présenter le parcours d'une actrice moins célèbre qui a fui son pays quand elle était enfant. Oui, l'actrice Toufan Manoucheri. Toufan est née à Téhéran. Quand l'ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir en 1979, son père et des amis à lui ont préparé un coup d'État qui a échoué. Certains membres du groupe se sont fait arrêter et exécuter, son père a alors fui son pays. La mère de Toufan s'est également fait arrêter, torturée, puis relâchée et arrêtée de nouveau. En 1981, elle a à son tour fui l'Iran clandestinement avec ses 2 enfants. Ils ont voyagé à dos de cheval, comme il était courant de le faire. Toufan avait alors 8 ans et demi. En octobre de la même année, ils ont tous les 4 rejoint Paris où le père de Toufan habitait déjà. François Mitterrand était alors président de la République et il était plus facile d'obtenir un statut de réfugié politique à l'époque. Le père de Toufan a été assassiné quand elle avait 14 ans. La jeune fille a alors fait un rejet, comme elle dit, de tout ce qui était iranien. En grandissant, elle ne voulait plus entendre parler de son pays de naissance. Où est le lien avec le cinéma, vous allez me dire ? Eh bien, c'est grâce au cinéma que Toufan a renoué avec le persan. Pendant longtemps, elle n'a presque plus pratiqué sa langue maternelle, mais un jour, elle a vu passer une annonce de casting qui cherchait des actrices iraniennes. J'ai dû passer en fait 2 castings à la suite en persan. Et là, je me suis dit, merde, mais je suis incapable de passer des castings en persan, je ne sais pas parler persan, enfin, je comprends parfaitement, mais je ne l'ai pas parlé depuis 20 ans. Et donc, avec une cousine, j'ai travaillé les textes, je suis allée passer les castings, j'ai eu un des 2 rôles, j'ai rencontré des Iraniens, et là, petit à petit, j'ai commencé à faire mon cercle d'amis iraniens dans le théâtre et un tout petit peu dans le cinéma. Toufan a joué dans plusieurs films iraniens, et principalement 2 films qui se rapprochent de sa propre histoire. Dans le film Pour un instant la liberté, réalisé par l'Iranien Arash Riahi, elle joue le rôle d'une mère iranienne réfugiée en Autriche. Elle y attend ses 2 enfants qui suivent le même itinéraire qu'elle. Plus récemment, elle a eu un petit rôle dans le film de Kairon Nous trois ou rien, qui est un hommage aux parents du réalisateur. Ces derniers, opposants au régime, ont dû fuir leur pays et ont rejoint la banlieue parisienne. Au début, le personnage de Toufan n'avait pas de nom à lui. Il était présenté comme la femme d'eux. Mais suite à sa puissante prestation dans le tournage de l'une des scènes, son personnage a pris plus d'importance. Dans cette séquence, les gardiens de la Révolution débarquent dans une réunion d'opposants à laquelle elle assiste. Et au moment où ses gardes veulent les embarquer, le personnage de son mari se défenestre. Ayant vécu tout ça en Iran, ayant vécu les barbus qui assiègent chez tes grands-parents du matin au soir, qui mangent avec toi, qui embarquent ta mère, qui recherchent ton père, enfin... Voilà, j'appréhendais énormément. Et moi, j'arrive du déjeuner et je vois ces barbus en costume de gardiens de la Révolution et ça me met dans un état horrible, mais horrible. Je leur dis à peine bonjour, enfin je les regarde pas, je vais en costume maquillage, raccord, machin et tout. La maquilleuse, elle me dit ça va, tout face. Je lui dis non, ça va pas, mais bon, ça va aller. Bon voilà, déjà j'étais dans un état horrible. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis chargée à bloc déjà. Et puis... Première prise, on fait le truc, la porte éclate, les mecs rentrent dans la pièce. Ben moi, j'ai plus qu'à éclater en sanglots toute la charge que j'avais en moi. J'ai pas de mérite, encore une fois. C'est pas un truc de, je me suis dit tiens, un truc de comédienne, je vais pleurer, machin. C'était pas, enfin voilà. Et à la fin de la prise, coupé, silence, et là j'entends wow, 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 et ça applaudit dans tous les sens, tout le plateau, derrière le studio, partout, le combo, machin, tout le monde commence à hurler. Et puis du coup, Aaron, un soir de fin de tournage, de fête, il est venu me voir, il m'a dit, tu vois, il y a eu des scènes où on n'attendait rien du tout et on a eu le top du top. Et ta scène, elle fait partie du top qu'on a eu pendant le film. T'as fait pleurer ma mère, t'as fait machin, voilà. Et donc il m'a fait des retours de dingue. Du coup mon personnage a eu un nom. C'était plus la femme de Beyrouth, mais le nom de la vraie copine des parents de Kairon. Je crois que j'ai fait une jolie scène, quoi. Après 35 ans d'exil, Toufan s'est décidée à retourner dans son pays de naissance pour renouer avec ses racines. Elle y est allée en mai dernier. Sa famille en Iran sait qu'elle est actrice et c'est une fierté. C'est la seule comédienne de la famille, celle qui n'a pas étudié les sciences comme la plupart de ses cousins. Pendant son séjour, elle n'a pas eu l'occasion d'aller au cinéma, mais elle a pu constater que la censure y est contournée. Je suis allée avec ma cousine, par exemple, chercher des films à la vidéothèque, et t'avais les films officiels, et en dessous, le mec, il te dit, quand il te connaît, il sait très bien que tu vas pas le balancer, il va te dire, j'ai reçu ça des États-Unis, j'ai reçu telle série, c'est pas censuré, là j'ai Breaking Bad, là j'ai machin. Enfin voilà, ils sont très tournés vers l'Occident.
Il y a un film qui sort aux États-Unis, le surlendemain, il est sur les trottoirs de Téhéran et qui se vend sous le manteau. Tufan aime le cinéma politique et les artistes qui s'engagent pour de vrai, ceux qui ont des propositions, voire des solutions. Elle est très admirative du travail de Ken Loach et elle aimerait beaucoup travailler avec Asghar Farhadi. Merci Léontine. Bachemdé, pour Vali, que vous inspire le parcours et le témoignage émouvant de Tufan Manoucheri ? Oui, on a abordé en fait, sans le dire, à travers cet exemple, l'existence effectivement depuis une dizaine d'années d'un cinéma iranien de la diaspora. Je dirais depuis Persepolis de Marjane Satrapi, on voit effectivement beaucoup de réalisateurs et par conséquent d'acteurs ou d'artistes iraniens qui sont nés à l'étranger ou qui ont grandi à l'étranger et qui, pour leur premier film, éprouvent le besoin de tourner un film pas en Iran, puisqu'ils ne peuvent pas pour la plupart s'y rendre, mais en tout cas sur l'Iran, en persan ou pas, et qui font donc appel effectivement à des artistes qui sont à des acteurs qui sont en fait dans la même situation qu'eux. Et pour moi, en fait, l'existence de ce cinéma iranien de la diaspora, de ce deuxième cinéma iranien en quelque sorte, en parallèle au cinéma qui se tourne à l'intérieur de l'Iran, est très important et très intéressant, puisque selon moi, en fait, c'est véritablement dans ces films qui sont tournés en dehors de l'Iran, dont on a parlé, comme Pour un instant la liberté, ou bien Nous trois ou rien, ou Persepolis, ou Woman Without Men, pour citer ces exemples-là, il y en aurait encore d'autres, qu'on a un cinéma qui aborde les questions historiques qu'il serait impossible de traiter en Iran. Et je trouve absolument passionnant le dialogue qui existe entre le cinéma qui se fait à l'intérieur de l'Iran, parce que la plupart de ces réalisateurs n'auraient peut-être pas choisi le cinéma s'il n'y avait pas eu Kiarostami, s'il n'y avait pas eu un cinéma iranien reconnu internationalement, et donc celui qui se fait à l'extérieur et celui qui se fait à l'intérieur, puisque pour moi, comme il vient d'être dit aussi, les Iraniens voient non seulement des séries américaines ou des films américains sous le manteau, ils voient aussi tous ces films qui sont tournés en persan ou pas, mais qui parlent de l'Iran, à l'extérieur de l'Iran, par des Iraniens. Et pour moi, il y a un dialogue qui existe, qui se retrouve de façon très belle dans les films. C'est-à-dire que la carrière de Golshifteh Faraoni, dont on a un peu parlé en dehors de l'Iran, elle est parfaitement connue des anciens fans de Golshifteh Faraoni. Vous avez d'ailleurs participé au cycle Iran si loin, si proche, au Forum des Images, qui a eu lieu du 18 au 27 novembre. Il y a 14 films et une table ronde, justement, et vous abordiez ces questions. Exactement, c'est-à-dire que ça a été le sujet de la table ronde qui s'appelait Cinéma iranien dedans, dehors, d'essayer de réunir deux jeunes réalisateurs iraniens, donc Reza Dormichian et Shalom Mokri, qui vivent et travaillent en Iran, et deux jeunes réalisatrices iraniennes, Sanoz Azari et Bani Roshnoudi, qui ont travaillé en Iran, mais qui vivent aujourd'hui à l'extérieur de l'Iran, et d'essayer d'avoir un dialogue qui, effectivement, a eu lieu, parce que pour moi, c'est véritablement dans cette génération de trentenaires que se joue peut-être un certain avenir de l'Iran à travers l'art et à travers, justement, je dirais en fait l'héritage de Kiarostami, parce que en fait ce qui est ressorti, c'est que effectivement tous ces réalisateurs expliquaient qu'ils vivent en Iran ou à l'extérieur, que c'est véritablement Kiarostami qui a été une des figures à l'origine en fait de leur vocation, et c'est aussi la raison pour laquelle le décès de Kiarostami a été vécu de façon très très forte par toute cette génération d'Iraniens. Et dans votre site Iran Ciné Panorama, vous vous consacrez à cette nouvelle génération de cinéastes. Entre autres, effectivement, mais je dirais surtout au dialogue qui effectivement naît entre un cinéma iranien de l'intérieur et un cinéma iranien de l'extérieur, qui pour moi est véritablement une des particularités du cinéma iranien. Pour donner un exemple, pour l'Oscar du meilleur film étranger, donc l'Iran a présenté Le Client d'Asghar Farhadi, mais l'Angleterre avait présenté un film qui n'est pas encore sorti en France, qui s'appelle Under the Shadow, Zire Soye en persan, qui est un film qui a été tourné en Jordanie, en persan, donc par un cinéaste qui vit aujourd'hui en Angleterre, mais avec des acteurs donc iraniens aussi en exil.
Et c'est un film fantastique, un film de fantôme qui se situe à la fin de la guerre Iran-Irak. Et malheureusement, le film Under the Shadow n'a pas pu passer les éliminatoires, si on peut dire, pour être dans la dernière liste des films sélectionnés. Mais je trouve aussi très intéressant qu'il y avait non seulement un seul film iranien finalement proposé pour l'Oscar du meilleur film étranger, mais cette année 2 films, dont un film sous pavillon anglais. Et la plupart des cinéphiles européens ne connaissent que Farhadi et Kiarostami comme réalisateurs iraniens. Est-ce que pour nos auditeurs, vous auriez d'autres cinéastes à conseiller ? Alors, en fait, oui, j'ai cité 2 noms de la jeune génération qui sont effectivement Reza Dormichian et Sharam Mokri. Il y a un film qui va sortir fin janvier qui s'appelle Valley of Stars de Mani Hariri, voilà, qui est le petit-fils d'un cinéaste iranien important, Ebrahim Golestan, et qui a réalisé déjà beaucoup d'autres films, qui a joué aussi, il est aussi acteur, et il a joué dans À propos d'Eli, c'est lui qui jouait le mari de Golshifteh Faraoni dans le film de Sepideh. Et qui est un très beau film. Donc en fait, je pense que ces cinéastes iraniens, on peut aussi citer le cas de Rafi Pitts, par exemple, qui est un cinéaste qui est peut-être le premier cinéaste iranien ayant grandi à l'étranger, en l'occurrence en Angleterre, à être retourné en Iran dans les années 90 pour tourner des films, mais qui ne peut plus retourner depuis 2009. Et qui a réalisé un très beau film qui est sorti l'année dernière, qui s'appelait Soy Nero, qui n'est pas un film iranien, mais qui est un film qui est quand même marqué de son expérience de cinéaste iranien. Merci Bamchad. Maintenant, on va parler du cinéma iranien avant la Révolution. Le cinéma iranien est aujourd'hui célébré dans de nombreux festivals, à commencer par le Festival de Cannes. Mais comment est-il né en Iran ? Hugo s'est intéressé à l'histoire du cinéma avant la Révolution islamique de 79. La technique du cinéma existe en Iran depuis 1900 grâce à un émissaire du Shah Mozaffareddin qui rapporte de France une caméra Gaumont. Les films étaient alors des commandes diffusées dans le cercle royal. Il faut attendre 1913 pour qu'ouvre à Téhéran la première salle publique de cinéma. Les premiers dont on a retrouvé les bandes sont de Khan Baba Motadzedi. C'est un ancien cadreur de Gaumont et il est considéré comme un des pionniers du cinéma iranien. C'est lui d'ailleurs qui va aider un jeune réalisateur, Avanes Ohanian, a réalisé en 1931 le premier film muet du pays intitulé Abi Orabi, un film sur les relations sensibles entre les religieux et le cinéma. Ohanian s'est formé à Moscou et lance sa première école de formation d'acteurs à Téhéran en 1930. Son film était en farsi, en noir et blanc, et s'inspirait d'une comédie danoise. Suite à cette création, les films muets ont du succès en Iran, et plus particulièrement à Téhéran, où fleurissent de nouvelles salles de diffusion. Mais c'est en 1927 que le cinéma change radicalement avec Le Chanteur de jazz, le premier film parlant. En Iran, c'est en 1932 que sort le premier parlant, avec l'homme de lettres, Abdolhossein Sepanta. C'est lors d'un voyage en Inde qu'il décide de réaliser son film pour le diffuser ensuite en Iran. Jusqu'en 1937, le réalisateur signe les plus grands succès de l'époque et sont tous filmés en Inde. Les films parlants et réalisés en Iran apparaissent qu'en 1947, par l'intermédiaire du réalisateur Esmail Rushan. Il fonde à la même époque la compagnie Pars Film, qui traduit des films étrangers en persan et adapte des films commerciaux à l'écran. Il est considéré comme le fer de lance du cinéma iranien réalisé en Iran. Parallèlement à ces créations, ce qui marche aussi, ce sont les films farsis. Ce sont des films comiques et populaires où l'on peut voir de la danse et du chant. Ils sont réalisés en Inde et connaissent un large succès en Iran, en dépit parfois de la qualité, comme l'a dit Kader Omayoun au micro de Lucien. Ça a créé un genre, une série Z qui aujourd'hui est passionnant quand on le voit, les films. C'est quand même la quintessence de plein de malaises et de caricatures et d'un pays qui n'a aucun repère culturel. Mais les gens qui allaient au cinéma avaient envie de voir des bagarres, avaient envie de voir de la danse, avaient envie de voir des femmes dénudées, avaient envie de voir des intrigues à l'eau de rose. Et il y avait une intelligence, je dirais commerciale, chez les fabricants de ces films-là qui était extraordinaire. L'industrie du cinéma naît en Iran par la démocratisation du loisir, des films rendus accessibles par des logiques commerciales,
Mais un cinéma plus indépendant naît peu à peu. Il émerge avec Farrokh Ghafari. C'est un critique de cinéma qui était aussi assistant d'Henri Langlois à la Cinémathèque française. Il produit et réalise alors des films plus écrits. Il ouvre la voie à un cinéma qui s'intéresse aux questions sociales, avec notamment le film Le Sud de la Ville, en 1958, qui sera censuré et présenté au Festival de Cannes. Ce genre fait d'ailleurs le croisement avec des artistes issus d'autres domaines, comme la poésie ou la littérature iranienne. Face à ces deux phénomènes, le régime ne reste pas indifférent. À partir des années 60 jusqu'en 79, le pouvoir crée des structures de création et de contrôle. Il y a par exemple la création d'un département cinéma dans l'enseignement pour les enfants, des prix annuels comme les prix CEPA et des festivals, et aussi l'école supérieure de télévision et de cinéma en 1970, signe de l'intérêt pour le régime du Shah de produire des images. Certains films nous parviennent en France, comme La Vache de Dariush Merjoui et Keïsar de Mossoud Kimyaei. Nous sommes aux prémices de la nouvelle vague iranienne, un film qui appartient à un genre dit Motafavet. Un genre dont Kiarostami se fera le fer de lance dans les années 1980, avec un cinéma plus politisé. Le cinéma Motafavet donne à voir des personnages plus communs, avec une économie de moyens et des audaces techniques qui étaient inexistantes dans la plupart des autres films. La décennie 70-80 marque un certain essor du cinéma indépendant, avec une multiplication de films produits et une certaine liberté de ton. Une liberté qui va faire intervenir les autorités religieuses, qui en 1978 mettent feu au cinéma Rex à Abadan. Un incendie qui fait plus de 400 morts. La révolution islamique, un an plus tard, fera fermer de nombreuses salles et provoquer l'exil de nombreux réalisateurs. Et pourtant, malgré tout ce dont nous avons parlé, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des drames dans le cinéma iranien. Cyrielle, bonjour. Bonjour. Peu de gens le savent, mais le premier film iranien, Abi au Rabi, en 1931, dont a parlé Hugo d'ailleurs dans son reportage, était une comédie. Oui, c'est un genre peu médiatisé en Europe et pourtant très prisé en Iran où de nombreuses comédies sortent chaque année. Parmi ces nombreux films, donc, 2 ont retenu ton attention qui sont en quelque sorte ambassadeurs du genre. Inédit en France, ce film dont nous venons d'entendre les premières secondes fait pourtant partie des plus grands succès du cinéma iranien. Le Lézard, comédie réalisée par Kamal Tabrizi en 2004, suit les tribulations d'un détenu qui se déguise en dignitaire religieux pour s'évader de prison. Reza Marmoulak, le héros incarné par l'acteur Parviz Parastoui, s'improvise prédicateur et abreuve ses fidèles de sermons truffés d'imprécisions, de conseils alambiqués sur la meilleure façon d'entrer par effraction au domicile de quelqu'un et de préconisations pour le moins irrévérencieuses à l'égard de la doctrine religieuse. Sous couvert d'humour et à travers une succession d'aventures rocambolesques, le film questionne constamment la notion de religion. Lorsque Marmoulak discute avec son voisin de chambre à l'hôpital, un mollah qu'il vient de rencontrer, ce dernier ne cite pas le Coran. Le dignitaire religieux préfère se réclamer du célèbre ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, pour lui inculquer la valeur de l'islam qu'il juge essentielle. Il doit faire ses propres choix et trouver sa propre voie, car, dit-il, il y a autant de chemins qui mènent à Dieu qu'il y a d'humains à travers le monde. À la fois drôle et engagé, Le Lézard s'inscrit ainsi dans la droite lignée des Locataires, comédie sociale réalisée par Dariush Merjoui, presque 20 ans plus tôt en 1986. Ce long métrage, première comédie grand public de l'ère post-révolutionnaire, retrace le quotidien de 4 familles installées dans un immeuble délabré de la banlieue de Téhéran, après que son gérant a décidé d'en expulser les occupants pour vendre son immeuble. À mi-chemin entre la comédie burlesque et le drame social, Merjoui porte ainsi le fer contre la violence verbale et physique qui imprègne les relations sociales en Iran et prennent le pas sur la solidarité, le respect et parfois même tout simplement le dialogue.
دهنا خورم میفته به من تو عباس آقا میکشید عباس آقا میکشید نزنیش بر آخونت نزنی عباس آقا ایناشونو بگیر L'enthousiasme du public pour les locataires a ouvert la voie, au début des années 90, à une nouvelle génération de comédies qui s'emparent avec légèreté de thèmes d'actualité et portent un regard amusé sur les travers de la société. Des comédies qui prennent comme point de départ des situations du quotidien et qui, en multipliant les scénettes humoristiques, transmettent toujours un petit quelque chose sur la vie en Iran, sa réalité, ses difficultés comme ses joies. Merci Cyrielle. Bamshad Pourvali, malgré son succès, le Lézard a été retiré des salles moins d'un mois après sa sortie car il était jugé trop critique envers la religion chiite. Les comédies sont-elles autant touchées par la censure que les autres genres cinématographiques ? Oui, bien sûr. D'autant plus effectivement que ce sont des films qui réunissent très souvent des acteurs très populaires et donc qui attirent beaucoup de spectateurs. Mais j'aurais tendance à dire que c'est effectivement peut-être dans le domaine de la comédie que se voit le mieux la manière dont les réalisateurs arrivent à contourner la censure, puisque en fait ils arrivent même à faire rire d'une certaine façon les censeurs. Le rire est quand même quelque chose qui à la fois unit et divise beaucoup de monde en fait, et certaines plaisanteries peuvent parfois donc emporter même l'adhésion de certains censeurs, mais néanmoins effectivement ça peut durer qu'un temps, puisque d'autres censeurs se réveillent, puisqu'encore une fois le rire unit à la fois mais divise aussi. Et un reportage pour finir. Un samedi par mois, le cinéma ARSC, le Nouvel Odéon à Paris, accueille le ciné-club du festival Cinéma d'Iran. On y diffuse des films inconnus, de réalisateurs célèbres et des copies rares. Les séances sont ensuite suivies de rencontres avec des réalisateurs, des acteurs ou l'équipe du ciné-club. En décembre dernier, on y diffusait Jean d'Abadan, un film de Kiano Shayari, sorti en 1993, et qui prend place durant les dernières années du conflit Iran-Irak, et dépeint la condition des habitants de Téhéran et des réfugiés de guerre. Lucien s'y est rendu pour nous. La séance commence à 11h, mais les spectateurs sont accueillis dès 10h30 avec du thé et des biscuits. Ça se passe bien avant de faire ça. Sauf qu'en oral, c'est pas bon. Un public d'habitués, mais pas seulement, comme nous le confie Charles, un bénévole du ciné-club. Il y a à la fois des cinéphiles qui vraiment, par amour du cinéma, en particulier du cinéma iranien, qui comporte quand même beaucoup de grands films, qui viennent ici. Il y a aussi des Iraniens qui ont envie de voir des films dans leur langue, puis des curieux en fait. C'est à peu près ces trois genres, je dirais, de personnes qui viennent. Et effectivement, il y a toujours une base, la moitié des spectateurs, je pense à peu près, je les vois régulièrement. Et après, il y a aussi une grande variété. Pour ce qui est de l'autre moitié, il y a des curieux qui viennent ici, qui ont plus entendu parler d'un film, qui ont été interpellés par une affiche. Nick, l'une des spectatrices, appartient à cette dernière catégorie. Étudiante de l'école de médecine dans sa jeunesse, elle a voyagé en Iran à plusieurs reprises, mais c'est la première fois qu'elle vient au ciné-club. Elle ressort conquise par le film. Déjà la voix, la diction iranienne, c'est très sympa. Et puis la douceur des sentiments quand même, l'humanité qu'on ne retrouve plus tout à fait dans notre monde. L'organisation de ce rendez-vous mensuel demande un grand travail en amont, comme nous l'explique Nader Omayoun, réalisateur franco-iranien et membre de la première heure du ciné-club. En plus du sous-titrage des films, entièrement réalisés en interne et bénévolement, trouver des copies exploitables s'avère souvent compliqué, et ce, malgré la bonne conservation du patrimoine cinématographique iranien. Ça, c'est un des miracles, c'est que malgré la disparition des salles de cinéma, malgré le fait que beaucoup de copies de films ont été détruites pendant la Révolution, la Cinémathèque iranienne, durant 30 ans, a fait un remarquable travail, et je pense qu'à peu près dans les fonds de la Cinémathèque, on a 95% de la production cinématographique iranienne existante. Mais ce sont des copies parfois en très mauvais état, des copies uniques. Elles sont toutes en 35 ou en 16 mm. Jamais ils ne pourront nous donner des copies. Ces copies-là ne sont pas numérisées. Bref, pour nous, c'est la croix et la bannière pour réussir à avoir des copies. En fait, on est des chasseurs de copies maintenant. C'est-à-dire que comme toutes les cinémathèques d'ailleurs, comme tous les festivals, on cherche. Parce que finalement, il y a beaucoup de copies privées qui traînent à gauche à droite.
On va souvent aussi voir les réalisateurs eux-mêmes qui, par exemple, dans le passé, ont réussi à sauvegarder une copie de leur film. Ils avaient envie d'en avoir une. Ils l'ont numérisé de leur propre chef. Donc, ils ont une copie. Donc, on essaye. Travail de longue haleine qui ne décourage pas une équipe fière d'avoir su fidéliser son public. On donne le plaisir de montrer les films qu'on aime, nous, et que, de toute façon, ça touchera quelque part quelqu'un. C'est un Iranien qui connaît le réalisateur, c'est un Français qui a entendu parler du film ou qui a lu le synopsis et qui a envie de venir. Et c'est vraiment de créer quelque chose, un lien, un vrai lien. C'est-à-dire, voilà, il fallait montrer des bons films, les montrer en bonne qualité, donner envie aux gens de venir un samedi matin, de voir un film en 35 mm ou en copie numérique avec des sous-titres, avec une présentation et tout ça. Et ça a été payant parce que quand même un samedi à 11h, on fait une fois sur 2 salles combles, et sinon le reste, il y a 80-90 personnes. Les gens se disent, voilà, il y a un film par mois, et ils ont trouvé qu'ils ont du goût, ils viennent voir des films, et ils sont rarement déçus. Prochain rendez-vous donc le 28 janvier pour Devoir du soir, un documentaire d'Abbas Kiarostami de 1989. Merci Lucien. Il est hélas venu l'heure de nous quitter. Merci Bacham Pourvali d'avoir passé cette heure avec nous. On rappelle qu'on peut vous lire sur votre site internet Iran Ciné Panorama. Une fois par mois, on vous retrouve au Nouvel Odéon à Paris pour votre ciné-club Par les Ciné. Merci beaucoup à Catherine Portaloupi pour sa réalisation et à Radio Agora de nous avoir accueillis ce matin. Merci infiniment à Anne Souhaitemont pour son encadrement et son aide. Et enfin, merci à toute l'équipe du Master Journalisme Culturel pour leur investissement. Merci à Cyrielle, notre rédactrice en chef. Merci à Antoine, Laura, Juliette, Léontine. Ainsi qu'à Xavier, Hugo, Rémi, Camille, Lucien et Lucille. Un merci également à Sylvie Robic ainsi qu'à tous les intervenants professionnels que nous avons pu croiser durant ces 2 ans. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de Radio Agora. On se quitte avec un morceau du groupe Palette Band, figure emblématique de la nouvelle scène iranienne qui s'oppose publiquement à la censure dans la musique. C'est notre coup de cœur du jour. Merci Mathias. Merci Paola. Merci à tous. On écoute Palette Band. میرقصد زندگی در جام چشم تو سرزد صبح امید از شام چشم تو من را به چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم چشم اشک